Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Maître David Metaxas, qui est avocat en droit pénal. Maître Metaxas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment l'avocat d'Edgardo Greco, membre présumé de la puissante mafia calabraise. Greco avait fui octobre 2006 après s'être échappé lors d'une garde à vue en Italie. Il vivait en France. On se souvient de l'histoire sous le nom d'emprunt Paolo Dimitrio. Il avait ouvert une pizzeria. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Il a été arrêté à Saint-Étienne le 2 février 2023 après 16 ans de cavale. C'est bien cela, Maître Metaxas? C'est tout à fait ça. Ça fait 2 ans qu'il est incarcéré dans les environs de Lyon en vertu du mandat d'arrêt européen délivré par l'Italie. Bien, il est incarcéré dans les environs de Lyon. Il pourrait, s'il était transféré en Italie, rejoindre le centre pénitentiaire de Rebibbia, près de Rome, là où se trouvait Gérald Darmanin hier. Alors, ce centre... Oui, allez-y. C'est même quasiment une certitude. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est impliqué dans 3 homicides qu'il conteste, mais peu importe. Il a été condamné pour cela et effectivement, c'est le lieu de destination. Et c'est pour ça que l'Italie réclame à corps et à cri depuis 2 ans son extradition. Voilà, son extradition. C'est vrai que son arrestation avait fait grand bruit, on se souvient, à Saint-Étienne. Il travaillait tranquillement dans cette pizzeria quand on a découvert qu'il était un ancien de la mafia calabraise qui domine le marché de la vente de cocaïne en Europe. Dites, Maître Metaxas, est-ce que vous connaissez cette prison de Rebibbia, ce centre pénitentiaire? Alors, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais j'en ai entendu parler par des clients et par des confrères italiens. Oui. C'est un enfer carcéral. Un enfer carcéral, un enfer carcéral. Disons que les détenus sont soumis à un isolement complet. Oui. Ils ont droit à 1 heure de sortie pour respirer dehors par jour. Oui. Ils n'ont aucun contact pour certains avec l'extérieur. Oui. À quelques exceptions près, ils ont des parloirs hygiaphones, filmés, enregistrés. Ils ont des coups de téléphone 1 fois par mois, enregistrés. Ils sont soumis donc à un isolement absolu et ils deviennent fous. Pour ceux que j'ai pu constater, après des années d'isolement, l'homme qui est rentré en prison n'est évidemment pas le même que celui qui en sort. Oui, 2 heures à l'air libre, dans un groupe, ne pouvant pas dépasser 4 détenus soigneusement choisis. Vous le disiez, un seul entretien par mois avec des membres de leur famille, derrière une paroi de verre, et cet entretien est enregistré par les autorités carcérales. Un appel téléphonique par mois. Les sommes d'argent et autres biens que les détenus peuvent recevoir, c'est extrêmement limité. Et les gardes sont choisis. Les surveillants pénitentiaires appartiennent à un groupe spécial de la police pénitentiaire. Avec des rotations régulières, tous les 3-4 mois, pour éviter que les détenus puissent créer des liens avec ces surveillants-là, étant précisé bien sûr qu'il n'y a plus d'humanité. En fait, moi je comprends les exigences de répression pénale, mais la contrepartie, c'est qu'on crée des prisons qui sont absolument inhumaines. Il s'agit aussi de les convaincre, en raison de ces conditions bien pénibles, de les convaincre de devenir des collaborateurs de justice, des repentis. C'est exactement ça. En fait, l'objectif, c'est de les faire craquer. Oui. Mais entre nous, je sais que les ONG dénoncent le traitement à juste titre. Ça ressemble à une forme de torture psychologique. Sincèrement, c'est comme ça que moi je perçois les choses. Et ça, dans nos déclarations des droits, c'est pas prévu. Bien sûr qu'il faut de la réinsertion, favoriser la collaboration, mais la dérive majeure pour moi, c'est que en Italie, la 'ndrangheta que je connais bien, puisque c'est pas le premier Greco que je défends, ce sont des institutions qui sont créées avec, c'est culturel, avec un mode de fonctionnement. J'ai tendance à penser que en France, on n'a pas besoin de fantasmer les choses, on n'en est juste pas encore là. On parle de jeunes de banlieue, en France. Ce sont des gamins. Ils ont une 20aine d'années, certes armés de Kalachnikov, et je parle notamment de l'attaque d'Amra. Ce sont des jeunes. Oui, qui a tué 2 surveillants pénitentiaires, je le rappelle. Bien sûr. Lorsqu'il a été libéré. On n'est pas dans la même culture.
On n'est pas dans la même culture. Sauf que, pardon, au-dessus de ces jeunes, il y a de gros narcotrafiquants, ça existe, Maître Metaxas, qui inondent la France de cocaïne. Monsieur Bourdin, oui. Monsieur Bourdin, oui. c'est faux. C'est faux. Ah bon. On voudrait se représenter les choses comme en Italie. Là, vous prenez exemple sur le modèle italien. Je vous assure, par expérience, 22 ans de pratique judiciaire, ça a été vrai ce que vous dites. Mais la DZ Mafia, puisqu'on parle énormément de ça, la DZ Mafia, ce sont des jeunes de 20 ans. Regardez le profil des caïds de la DZ Mafia incarcérés, vous allez tomber de votre chaise. Ce sont des jeunes de 20 ans. C'est fini les caïds comme Darmanin le présente. Ça, c'est terminé. Ils sont tous tombés. Soit ils sont morts, et je sais de quoi je parle, soit ils sont en détention. Les jeunes qui tiennent le haut du pavé, ce sont des jeunes. Et je pense que la réponse italienne n'est pas appropriée. Il n'y a aucun réseau conduit de l'étranger, aucun réseau criminel de trafiquants en France, conduit de l'étranger, Dubaï ou ailleurs. Vous êtes formel. Alors, je suis formel et je vous explique. En fait, les réseaux étrangers servent à alimenter les réseaux français, qu'il s'agisse d'armes ou de produits stupéfiants. Là-dessus, vous avez raison, il y a des connexions avec l'étranger. Mais ceux qui tiennent les réseaux sont obligés d'être corps présents. Vous ne pouvez pas tenir un réseau sans être présent. Je vous assure que c'est impossible. Alors, par contre, il y a des personnes exilées à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, qui, elles, ont tiré des gains substantiels du trafic de produits stupéfiants, mais qui, généralement, se sont mis au vert. Mais qui ont du mal à tenir les réseaux sans être présents. Quand vous êtes sur des réseaux de quartier, parce que généralement, c'est ça, avec des territoires de stupéfiants, croyez-moi, si vous ne tenez pas le territoire, on vous l'enlève. Ça se passe comme ça dans le banditisme. Donc, ils ne peuvent pas gérer ça de loin. Ils tirent des subsides, il peut y avoir des accords, on se cède les terrains de stupéfiants. C'est comme ça qu'ils arrivent à construire des patrimoines et par la suite à partir. Mais tenir le terrain, il faut être sur place. Maître Metaxas, dernière question. Gérald Darmanin veut transposer l'exemple italien en France. Il veut ouvrir un centre pénitentiaire semblable. Est-ce que vous savez où ? Non, pour l'instant, c'est tenu secret, mais c'est quelque chose qui effraie beaucoup, qui effraie ceux qui vont être concernés par ça, leurs familles. Moi, je dis pourquoi pas. Qu'on s'inspire de l'exemple italien, d'accord. Je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre, notamment couper les relations entre ces personnes-là et leur environnement extérieur. Ça, je pense que c'est bien, mais pas tout. Pas tout. C'est pas notre culture. Bien, merci beaucoup Maître Metaxas. Merci, c'est passionnant. On pourrait discourir des heures.